Ce que montrent les calculs de coin de table ci-dessus, c'est donc que si nous attendons la raréfaction des hydrocarbures pour faire baisser les émissions de CO2, nous n'allons pas avoir un problème qui en aura évacué un autre, mais nous allons cumuler deux problèmes en même temps. Nous aurons les inconvénients de la pénurie et les troubles sociaux attachés et des dégâts climatiques majeurs un peu plus tard puisque le paroxysme du changement climatique est postérieur aux émissions maximum, de quelques décennies à quelques millénaires. Et pour ne pas avoir ce scénario catastrophe, il faut que les émissions de CO2 se mettent à baisser dès 2020 au plus tard. En pareil cas, le carbone que nous pourrons encore mettre dans l'atmosphère représente un tout petit peu moins que les réserves prouvées conjuguées de gaz et de pétrole. Éviter le grand saut dans l'inconnu climatique peut donc se résumer à ne pas toucher au charbon quand nous aurons moins de pétrole. De ce fait, nous sommes d'une manière pile dans la mauvaise situation. Il reste assez d'hydrocarbures et de charbon pour nous permettre d'émettre de plus en plus de CO2 pendant une large fraction du siècle à venir. Plus nous repoussons l'échéance en ce qui concerne la baisse de la consommation d'hydrocarbures et plus nous risquons de fortes concentrations de CO2 dans l'atmosphère et donc un dérèglement majeur du climat ensuite. Mais il ne reste pas assez de combustibles fossiles pour être sûr que nous aurons à notre disposition l'énergie nécessaire pour parer aux éventuelles catastrophes dans quelques dizaines d'années. Par exemple, reconstruire de quoi nourrir, se loger, quelques milliards d'hommes s'il faut migrer de manière massive, et encore moins pour compter dessus pour alimenter une croissance économique ininterrompue pour le siècle à venir. Ne faut-il mieux pas attendre d'être absolument certain du phénomène avant d'agir? Compte tenu de ce que cela pourrait signifier de se passer de pétrole, de charbon et de gaz, beaucoup de responsables politiques ou d'entreprises sont tentés de se dire qu'il vaut mieux être certain, donc attendre, avant de faire quelque chose. Ce pari s'apparente très exactement en termes de démarche au jeu de la roulette russe. Qu'est-ce qui caractérise un climat? Un climat se définit par des valeurs moyennes observées sur une longue durée, 30 ans. C'est pour cela qu'à la question favorite des journalistes est-on en train d'assister à un changement climatique, posée désormais à chaque tempête en France ou ailleurs, les scientifiques concernés répondent invariablement il est trop tôt pour le dire. Les scientifiques sérieux ne peuvent pas dire autre chose. Nous serons seulement dans 30 ans si le climat a changé en l'an 2000. Mais attendre jusqu'en 2030, c'est peut-être le pari de Pascal à l'envers, le pari perdant à tous les coups. En effet, au moment où l'on pourra constater par la mesure physique que le phénomène est explicite, nous serons alors très avancés et de manière irréversible pour quelques siècles à cause de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Dans un phénomène comptant une inertie considérable et dont les conséquences sont imprévisibles. Ne rien faire maintenant, en attendant une nouvelle avancée de la science, et donc d'ores et déjà prendre le pari qu'une catastrophe majeure ne surviendra pas à l'avenir. C'est à l'évidence un pari terrible, et dont les gagnants ou perdants ne seront pas nécessairement nous-mêmes, encore qu'une mauvaise surprise soit possible à peu près à tout moment. Mais nos enfants ou nos petits-enfants qui actuellement n'ont pas voix au chapitre, et nous pourrons qu'assister impuissants si un bouleversement gravissime survient aux conséquences de nos actes actuels. En outre, personne ne peut savoir si une région du globe sera épargnée. C'est donc aussi une responsabilité terrible envers nos proches descendants que de décider de ne rien faire maintenant. Ce problème, global et irréversible à l'échelle de quelques générations, est une novation pour notre espèce. Les problèmes classiques de pollution correspondent à des situations assez souvent réversibles, ou quand elle ne l'est pas, géographiquement circonscrite. En d'autres termes, le problème est soit global et réversible, cas de la couche d'ozone par exemple, soit irréversible mais souvent local, cas de la mer d'Aral par exemple. Dans le premier cas, la solution est d'arrêter la dégradation avant qu'elle ne soit trop sévère, puis de renverser la vapeur. Dans le deuxième, on considère que ce qui est perdu, mais on fait en sorte de ne pas perdre plus. Ici, il n'est pas possible, comme nous le faisons habituellement, de raisonner en termes de dangers aggravés que l'on évite une fois que l'on les voit. Il nous faut raisonner en termes de risques, qu'il faut éviter à tout prix au sens premier du terme, ce qui rend tout débat sur le coût de l'effet de serre un peu vain. Ce phénomène a un coût d'évitement, mais il n'a pas de coût de réparation. Nous sommes par ailleurs familiers de la gestion du risque. C'est à cela que servent les assurances. Prendre une assurance, cela consiste à se prémunir quand nous ne sommes pas capables de réparer seuls les dommages. Reconstruire une maison brûlée par exemple, ou que nous cherchons à amortir le plus possible les conséquences d'un dommage, perte d'un revenu dans le cas d'un décès par exemple. En matière d'effet de serre, la prime d'assurance est la réduction rapide des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre. Elle coûterait peut-être un petit peu, encore que ce ne soit pas certain, il y a des économistes pour dire que ce serait une bonne affaire pour l'emploi, mais nous prémunirait contre le risque de subir un phénomène dont nous ne savons rien de l'ampleur et qui serait de toute façon irréversible pour quelques siècles au moins.
Mais à quel niveau faut-il stabiliser le CO2 dans l'atmosphère? Il n'y a pas de réponse scientifique formelle à cette question. En effet, dire que le niveau de gaz carbonique CO2 dans l'atmosphère à ne pas dépasser est de temps, par exemple de 550 ppmv, supposerait que l'on puisse établir que tant que nous restons en dessous de ce niveau, nous ne courons aucun risque majeur. Et il reste à définir précisément ce qui distingue un risque mineur d'un risque majeur, et que dès que nous l'aurons dépassé, nous connaîtrons une situation en comparaison de laquelle le jugement dernier est une aimable plaisanterie. Or, rien de tel ne peut aujourd'hui s'énoncer à partir de dossiers scientifiques pour les raisons suivantes. En dehors des indications qui nous sont fournies par les modèles, nous n'avons aucun moyen de savoir de manière précise ce qui se passe à l'échelle de quelques décennies quand la teneur de l'atmosphère en CO2 dépasse rapidement 280 ppmv. Une ppmv, c'est une partie par million, soit 0,0001%. En 2002, nous en sommes déjà à 370, et en particulier, nous n'avons qu'une visibilité locale très réduite. À cause de la très longue durée de la résidence des gaz carboniques dans l'atmosphère, les effets ne sont pas instantanés. Ce n'est pas le jour où nous passerons au-dessus d'un seuil que nous aurons les ennuis, mais éventuellement quelques décennies ou siècles plus tard, sans que nous puissions inverser le cours des événements. Par contre, il y a quand même deux choses qu'il est possible de faire. C'est de relier quelques événements donnés à des seuils grossiers à ne pas dépasser d'une part, et de relier l'évolution des émissions à la concentration maximale d'autre part. Et bien sûr, il est relativement facile d'accepter que plus la concentration en CO2 montera haut et vite, et plus la hausse des températures sera importante et rapide, et donc plus nous augmenterons le risque d'avoir affaire à des conséquences très désagréables plus tard. Commençons par quelques exemples de seuils. Il semble vraisemblable que les coraux ne supportent pas plus de 1 à 2 degrés d'augmentation permanente de la température des mers dans laquelle ils vivent. L'observation montre que des élévations temporaires des températures à ce niveau, par exemple pendant les événements El Niño, provoquent un blanchiment réversible. Mais si cette élévation devient permanente, le corail meurt. Éviter l'extinction d'une large partie des coraux requiert donc que la température planétaire n'augmente pas de plus de 1 à 2 degrés à terme. La température de l'eau de surface suit de très près celle de l'air, ce qui n'est pas vrai en allant plus profond. Or, avec une stabilisation de la concentration à 450 ppmv, c'est très exactement la fourchette de l'augmentation de température à laquelle il faut s'attendre au bout d'un siècle, et l'élévation sera supérieure à ce terme, ce qui suggère que, sauf mise en œuvre d'une réduction massive dans les années qui viennent, ces écosystèmes sont d'ores et déjà largement condamnés. Des analyses indiquent qu'il est possible que la calotte occidentale de l'Antarctique, celle qui recouvre le doigt qui remonte vers la Terre de Feu sous le Cap Horn, ainsi qu'un peu de continent à la racine du doigt, ait fondu dans le passé, avec une température planétaire plus élevée de 2 à 3 degrés seulement par rapport à l'actuelle. Avoir la certitude d'éviter cet événement, la fonte de cette calotte occidentale requiert donc de rester en dessous de 2 degrés d'augmentation globale, quelle que soit l'échéance, ce qui nécessite de ne pas dépasser 450 ppmv à cause de l'effet de retard de l'augmentation de température par rapport à la concentration de CO2. Rappelons que la fonte de cette partie de l'Antarctique, c'est 6 mètres d'eau de plus pour le niveau de la mer. Les Bordelais, Nantais, Marseillais, Havrais, Hollandais en totalité, quelques New-Yorkais et plus généralement tous les habitants du bord de la mer auraient probablement quelques soucis à se faire, avec la possibilité de quelques raz-de-marée à l'occasion si une partie de la débâcle a lieu de manière soudaine. Enfin, l'arrêt de la circulation océanique verticale, dite thermohaline, pourrait se produire avec 3 degrés d'élévation de la température moyenne de la Terre. Sans que nous ayons une excellente visibilité, il existe donc quand même quelques ordres de grandeur de concentration à ne pas dépasser pour éviter quelques événements pour lesquels la seule température est le déterminant direct. Il est beaucoup plus difficile de relier les événements pour lesquels la température et sa distribution à la surface de blob est un déterminant indirect, par exemple la force maximale des ouragans, le niveau maximal des précipitations ou la durée de la sécheresse, etc. Après cela, comment peut-on relier concentration maximale et émission afin de savoir quelle quantité de CO2 nous aurons dans l'atmosphère selon la manière dont vont évoluer nos émissions? Cela est en fait relativement aisé parce que le CO2 est chimiquement inerte dans l'atmosphère. Il ne s'élimine dans l'air que par reprise par des puits, océans et biosphère continentale. Et nous avons donc affaire à un banal problème de robinet. Le niveau de la baignoire, la concentration en CO2 dans l'atmosphère, dépend uniquement des émissions et du niveau d'absorption des puits. Pour un niveau donné d'absorption des puits, la valeur des concentrations de CO2 dans l'atmosphère peut donc se déduire de la courbe des émissions. Voir le graphique ci-dessous.
Divers scénarios d'émissions contenus dans le rapport d'évaluation du GIEC publié en 1996, l'axe vertical est gradué en milliards de tonnes d'équivalent carbone.